Bienvenue dans ce premier épisode bonus. J'ai décidé de vous parler de l'anthroposophie. L'anthropo quoi ? L'anthroposophie, une pensée créée par Rudolf Steiner. Vous avez déjà bu du vin cultivé en biodynamie ou utilisé des crèmes de la marque Velleda ? Alors vous allez découvrir que vous côtoyez l'anthroposophie, peut-être sans même le savoir. Comme le sujet est complexe et que j'ai envie de le traiter en profondeur, j'ai décidé de découper cet épisode en 2 parties. Dans cette première partie, je vais commencer par vous raconter la vie de Rudolf Steiner, le fondateur de l'anthroposophie, puis tenter, car c'est assez complexe et pour le moins cosmique, de résumer les principes qui régentent ce qu'il nomme lui-même sa science de l'esprit. Dans la deuxième partie, nous verrons comment cette science de l'esprit s'applique dans plein de domaines de la vie, d'une façon un peu souterraine et sans qu'on en ait toujours conscience. Je vous souhaite une bonne écoute de ce premier épisode bonus. Bienvenue dans Pour de vrai, le podcast qui explore les faits réels. Je m'appelle Clémentine et je pense que les histoires vraies sont souvent le reflet du monde qui nous entoure et peuvent nous aider à le comprendre. Le premier dimanche de chaque mois, je vous raconte une nouvelle histoire vraie, parfois connue, parfois un peu moins. En fin d'épisode et à l'aide de différentes sources, j'apporte un éclairage et mon analyse sur une des thématiques en lien avec l'histoire. Bonne écoute! L'anthroposophie a été fondée en 1913 par l'Autrichien Rudolf Steiner. Véritable touche-à-tout, Rudolf Steiner est qualifié d'illuminé par ses détracteurs et de génie visionnaire par ses admirateurs. Je vais donc commencer par vous raconter la vie de Rudolf Steiner, comment il a créé l'anthroposophie, et puis j'essaierai de décrire en quoi consiste cette science de l'esprit. Rudolf Steiner est né en 1861 dans un petit village de l'actuelle Croatie, dans une région qui à l'époque fait partie de l'Empire d'Autriche. Son père est chef de gare et durant son enfance, il déménage régulièrement dans diverses villes d'Autriche avec sa famille. Le jeune Rudolf termine ses études secondaires et très tôt, il s'intéresse à la philosophie. Il suit des cours de philosophie à l'université et se passionne particulièrement pour Goethe. Dans sa jeunesse, il est initié par un ami à l'occultisme, à la cueillette des plantes médicinales et aux secrets de la nature. Ensuite, Rudolf Steiner fait différentes choses. Il est un temps précepteur pour une famille de 4 enfants dont un a un handicap. Il publie divers articles, il publie des ouvrages sur Goethe, des articles sur Nietzsche, etc. Ensuite, il s'installe à Berlin et il épouse Anna Heunicke en 1899. Celle-ci a déjà 5 enfants d'un précédent mariage. En 1902, Rudolf Steiner devient membre de la Société théosophique et secrétaire général pour l'Allemagne. Donc la Société théosophique, c'est une doctrine spirituelle ésotérique basée sur différents emprunts à des religions comme le bouddhisme, l'hindouisme et d'autres pratiques religieuses. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est aussi la mode des voyages en Inde, de l'orientalisme et de pratiques spirituelles de style New Age qui sont vraiment en plein développement. Et on est aussi dans la période, donc à la fin du 19e siècle, début du 20e, dans la période qui suit de près la révolution industrielle. Donc la chimie se développe beaucoup à la fin du 19e siècle. Et par conséquent, il y a tout un mouvement qui prône le retour à la nature, une forme de défiance envers les processus et les produits chimiques et un refus de la modernité. Donc la société théosophique et par la suite l'anthroposophie s'inscrivent totalement dans cette perspective. La société théosophique, elle a été créée en 1875 à New York par Helena Blavatsky, mais en fait les quartiers généraux de cette société furent établis en Inde. À la mort d'Helena Blavatsky en 1891, c'est Anne Besant qui prend la tête de la Société théosophique. Donc au fait, Rudolf Steiner, il va collaborer avec cette Anne Besant et travailler vraiment au développement de cette société. Pour donner une idée, la Société théosophique a 3 buts. Le premier, c'est de former un noyau de la fraternité universelle de l'humanité, sans distinction de race, credo, sexe, caste ou couleur. Le deuxième, c'est d'encourager l'étude comparée des religions, des philosophies et des sciences.
Et le troisième, c'est d'étudier les lois inexpliquées de la nature et les pouvoirs latents de l'homme. Donc on voit déjà bien là cette dimension vraiment très spirituelle. Et à partir de 1904, Rudolf Steiner, il donne de plus en plus de conférences pour le compte de la Société théosophique à travers le monde, et il est un orateur très apprécié et doué. Il publie aussi un livre dont le titre est Théosophie. C'est aussi à ce moment-là qu'il se sépare d'Anna, son épouse. Donc il continue à beaucoup voyager pour le compte de la Société théosophique, et vers 1910, Anna Besant et les responsables de la Société théosophique rencontrent en Inde un jeune homme qui s'appelle Jiddu Krishnamurti. C'est un jeune garçon indien d'une quinzaine d'années. D'après les responsables de la Société théosophique, il aurait une aura exceptionnelle, et donc ils voient en lui une sorte de messie, une incarnation divine ou quelque chose comme ça. Ils lui font passer une sorte d'initiation, puis il devient un membre important de la Société théosophique, une sorte de gourou vénéré et respecté. Mais ça plaît pas du tout à Rudolf Steiner, qui peut pas croire que l'incarnation du Christ, ce soit un jeune homme, indien, donc qui n'est pas blond et même pas chrétien. On en parlera après, mais Rudolf Steiner est très raciste et croit fermement en la supériorité de la race blanche à tous les égards. Il décide donc de quitter la Société théosophique, qui continue son chemin sans lui. Donc cette Société théosophique, elle est encore active aujourd'hui à l'international. Finalement, en 1913, à la suite de la scission avec la Société théosophique, Rudolf Steiner fonde la Société anthroposophique en Allemagne. Il reprend certains des concepts de la théosophie, mais y ajoute toute une cosmogonie chrétienne et une idéologie raciale. Peu de temps avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il transfère le siège international de l'organisation Naissance en Suisse. C'est protégé par la neutralité de la Suisse qu'il est en mesure de construire un centre permanent de l'anthroposophie dans le village de Dornach, dans le canton de Soleure. Petite parenthèse ici, Dornach, c'est d'ailleurs le village dont a été président Otto Stich, le politicien socialiste, avant d'être élu au Conseil fédéral à la place de Lilian Ustenhagen. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous propose d'écouter l'épisode 5 du podcast où je parle de cette histoire. Avec Marie von Sievers, qui deviendra Marie Steiner en 1914, Rudolf Steiner développe sa nouvelle pensée, l'anthroposophie. Le nom anthroposophie signifie « sagesse de l'homme et au sujet de l'homme ». À ce propos, le site internet de la Société universelle d'anthroposophie, que j'ai pas mal consulté pour ce podcast, nous dit « Par celle-ci, donc l'anthroposophie, il ouvrait un nouveau regard, une nouvelle manière d'aborder l'histoire, les sciences, les religions, les arts, la vie économique. Il transmettait de nouveaux concepts dans tous les domaines de l'existence, mais, et avant tout, il parlait directement à ses auditeurs des mondes spirituels, du parcours de l'âme humaine après la mort. Il décrivait le passé du cosmos et de l'humanité, et il ouvrait une nouvelle compréhension du Christ. » On voit déjà que c'est un programme chargé. Donc après ça, Rudolf Steiner passe le reste de sa vie à donner des conférences sur justement cette vision du monde et cette philosophie, l'anthroposophie. En 1919, il fonde la première école Waldorf à Stuttgart, dont la pédagogie est basée sur ces idées. Et en 1923, il crée aussi une école libre de sciences de l'esprit. Cette école qui existe encore est réservée aux anthroposophes aguerris qui souhaitent approfondir et développer leur connaissance de l'anthroposophie. Dès 1924, Rudolf Steiner tombe malade et il est alité. Comme il a toujours beaucoup écrit, il poursuit quand même l'écriture de son autobiographie et de quelques autres textes. Et finalement, il meurt le 30 mars 1925 dans la ville de Dornach, à l'âge de 64 ans. À sa mort, il confie les rênes de la société anthroposophique à des personnes de confiance, dont font partie Marie Steiner, sa femme, et Ita Wegman, ainsi que d'autres. Voilà dans les grandes lignes pour la vie de Rudolf Steiner. Et maintenant, je vais essayer de définir un peu plus précisément ce qu'est l'anthroposophie et en quoi consiste la pensée de Rudolf Steiner. Donc avant ça, il faut savoir que Rudolf Steiner, c'est quelqu'un de très prolifique. Il aurait donné plus de 6000 conférences qui ont été retranscrites et dont les principes sont appliqués par les anthroposophes. Rudolf Steiner était un grand orateur, capable de passionner ses auditoires, et vraiment les gens aimaient beaucoup l'écouter parler. L'anthroposophie s'appuie sur un syncrétisme. J'ai dû sortir le dictionnaire, mais un syncrétisme, c'est une combinaison de doctrines disparates et souvent incompatibles. Donc on va voir en fait que pour construire sa pensée, Rudolf Steiner il prend des éléments ici et là et il fait un petit mélange de tout ça, en plaçant au centre de sa doctrine l'homme et sa dimension spirituelle. Il y a aussi un aspect ésotérique, puisque les pouvoirs et les connaissances liées à l'anthroposophie ne seraient en fait accessibles qu'aux initiés. La philosophie de Steiner est basée sur le monisme, le principe que la matière est une illusion et que tout n'est en fait qu'être spirituel.
Le centre de l'anthroposophie, c'est l'homme, évidemment, comme son nom l'indique, et son chemin vers le divin et la vérité. Le but serait donc d'atteindre la transcendance, et l'anthroposophie serait une méthode pour y arriver. La dimension spirituelle imprègne tous les aspects de la vie, donc les processus naturels, les événements historiques, les mécanismes technologiques. Tout ça est expliqué par l'action des forces spirituelles. Rudolf Steiner intègre aussi toute une dimension cosmique à sa philosophie. Donc l'influence des planètes a une très grande importance, ainsi que l'intuition. Selon Rudolf Steiner, il faut toujours suivre son intuition plutôt que sa raison dans les prises de décision, et il y aurait aussi une forme de prédestination des âmes qui seraient décidées à l'avance par le cosmos. Et pour habiller tout ça d'un vernis pseudo-scientifique, Rudolf Steiner nomme sa doctrine la science de l'esprit. Comme l'anthroposophie découle de la théosophie qui empruntait beaucoup aux religions indiennes, au bouddhisme, à l'hindouisme, on trouve dans l'anthroposophie les notions de karma et de réincarnation. Selon Rudolf Steiner, l'âme humaine progresse sans cesse à travers les millénaires en se réincarnant selon un cycle de 25 920 ans. Et puis, puisque l'anthroposophie est quand même liée à une forme de religion, il y a des démons dont le but est d'empêcher les hommes d'avancer dans leur chemin spirituel. Ces démons s'appellent Lucifer et Ahriman, des noms empruntés à une religion perse, et ils sont secondés par différentes entités comme des gnomes, des êtres élémentaires, des ondines. Et en fait, les deux, donc Lucifer et Ahriman, sont opposés et tiraillent l'être humain. Les êtres lucifériens sont mystiques, irrationnels et détachés de la réalité, tandis que les êtres ahrimaniens représentent, à l'inverse, la rationalité poussée à l'extrême, le prosaïsme, la moralité et l'intelligence froide et dénuée de sentiments. Évidemment, dans la philosophie de Steiner, la mission essentielle de l'homme et de l'humanité entière est de trouver un équilibre entre les puissances lucifériennes et ahrimaniennes. D'ailleurs, il existe une sculpture monumentale réalisée par Steiner et conservée au Goetheanum, le Vatican des anthroposophes, qui représente l'homme qui lutte entre les forces maléfiques de Lucifer et Ahriman. Voilà à peu près pour le fond. Donc on va dire que c'est un joyeux mélange de plein de choses, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les textes de Rudolf Steiner sont parfois sibyllins. On a même parfois l'impression que les anthroposophes eux-mêmes ne comprennent pas bien les textes et les discours de Steiner, soit parce qu'ils sont incompréhensibles, soit peut-être parce qu'ils sont un peu vides de sens. Alors lui, c'est un universaliste. Alors il faut aussi comprendre, il ne peut pas toujours donner tous les détails comme un spécialiste. Il donne des indications de base sur un fond qu'il s'est créé avec cette science de l'esprit qu'il appelle anthroposophie. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui a, disons, la possibilité de dire ça c'est une interprétation juste de Steiner ou pas juste. C'est open source. Et puis, ça fait pas facile de gérer les choses, mais cette diversité au sein du mouvement anthroposophique fait absolument partie de ce qu'on est. Celui qu'on vient d'entendre, c'est Uli Hurter, le co-directeur de la section agricole du Goetheanum. Je vais maintenant parler de quelques aspects particuliers de la philosophie de Rudolf Steiner. Et dans la partie 2 de cet épisode bonus, on reviendra sur les applications concrètes de cette philosophie dans la vie. L'anthroposophie est une pensée globale qui s'applique à beaucoup de domaines. Je vais commencer par vous parler de la médecine. La médecine anthroposophique, elle a été développée par Rudolf Steiner et Ita Wegman. Ita Wegman et Rudolf Steiner se sont rencontrés dans le cadre de la Société de théosophie en 1902. Lors de la scission, Ita Wegman a plutôt choisi le camp Steiner. Ita Wegman a fait des études de médecine à l'université de Zurich. D'ailleurs, ça a été une des premières femmes à étudier à l'université de Zurich. Et en 1921, Ita et Rudolf y fondent la première clinique anthroposophe à Arlesheim. Cette clinique, elle existe toujours aujourd'hui, d'ailleurs il y en a 3 en Suisse, et cette première clinique porte le nom d'Ita Wegman. Sur son site, la Société anthroposophique définit la médecine anthroposophique ainsi. La médecine anthroposophique est une médecine globale. En tant que démarche intégrative, elle se fonde sur les méthodes des sciences de la nature et des sciences de l'esprit. Les deux sont inséparables. Selon Steiner, la maladie est le résultat d'une dette karmique. Donc en fait, si on est malade, ce serait lié à nos vies précédentes et à notre karma. Pour guérir, il faudrait avancer, évoluer en tant qu'âme. En conséquence, par exemple, les anthroposophes sont contre les vaccins et ne croient pas à l'immunité. Donc ça a eu des conséquences, notamment pendant la crise du Covid. Et on en reparlera, mais il y a aussi eu toute une série de problèmes dans les écoles Steiner, car beaucoup d'enfants n'y sont pas vaccinés. L'anthroposophie propose des médicaments, et toujours d'après le site,
les médicaments anthroposophiques s'adressent aux forces d'auto-guérison et stimulent les processus de vie naturelle. Donc il y a aussi des médecins anthroposophes qui prescrivent souvent de l'homéopathie. La majorité privilégie les laboratoires Velleda qui seraient de meilleure qualité et plus efficaces. Paradoxalement, à mon sens, Ita Wegman, elle développe des méthodes de guérison basées sur les méthodes anthroposophes et elle développe notamment un médicament à base de gui pour soigner les patients atteints de cancer. Les produits à base de gui développés par Ita Wegman sont commercialisés par une entreprise qui s'appelle Iscador SA. Ils sont encore utilisés aujourd'hui pour soigner le cancer dans les cliniques et par les médecins anthroposophes. L'efficacité de ces traitements n'a jamais été prouvée, mais ce qui est grave, c'est que la prise de ces médicaments, elle peut entraîner en fait des retards de prise en charge qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Aussi, l'anthroposophie, elle est contre la pilule contraceptive parce que ça couperait la femme de l'influence bénéfique de la lune. Et les anthroposophes, ils utilisent généralement comme méthode de contraception la méthode Ogino, qui consiste à ne pas avoir de rapport sexuel durant la période d'ovulation. L'avortement est aussi mal vu par les anthroposophes. Ce serait un crime karmique et en fait le refus d'une âme qui voulait s'incarner. Par rapport à sa vision globale de la société, entre 1917 et 1922, Rudolf Steiner développe le concept de triarticulation sociale ou tripartition sociale, qui est un principe d'organisation de la société selon lequel il y aurait 3 instances autonomes, la culture, l'économie et l'État. Ces 3 instances auraient chacune leur propre logique et ne devraient pas se mêler les unes des autres. Donc pour Steiner, l'État ne devrait pas être tout-puissant et les 2 autres instances devraient s'autogérer. On peut parler d'un principe de non-ingérence. Il ne s'agit pas d'un respect entre les États, mais d'un respect réciproque entre culture, économie et État. J'avoue que ce n'est pas hyper clair pour moi, et dans les faits, ça semble aller vers une pensée économique ultralibérale avec un minimum d'intervention de l'État. Et en effet, Rudolf Steiner était un capitaliste convaincu. Juste après la Première Guerre mondiale, il a émergé comme un fervent défenseur du profit, de la concentration des moyens de production et du marché libre et concurrentiel. Devant les problèmes sociaux juste après la Première Guerre, notamment la pauvreté, Steiner nie le fait que cela puisse être le résultat du système capitaliste. Lors d'une conférence, il déclare « Le fait que des individus ou groupes d'individus administrent une vaste masse de capitaux n'est pas à l'origine de ce qui rend la vie antisociale, mais bien le fait que ces personnes ou groupes de personnes exploitent le produit de cette administration d'une manière antisociale. Si la gestion par des individus capables était remplacée par une gestion collective, la productivité en serait compromise. La libre initiative, les capacités individuelles et la volonté de travailler ne peuvent pas être pleinement réalisées dans le cadre d'une gestion collective. La tentative de structurer la vie économique d'une manière sociale détruit la productivité. » Cette déclaration montre bien la pensée ultralibérale de Rudolf Steiner. Pour lui, c'est le profit et la productivité avant tout. Et d'ailleurs, Steiner a essayé mais n'a pas réussi à s'implanter dans les institutions ouvrières, et on peut le comprendre avec ce genre de discours. Par contre, on peut facilement imaginer que ce genre de discours est assez apprécié par les patrons, et du coup, en 1919, à la demande du directeur de la fabrique de cigarettes Waldorf Astoria de Stuttgart, en Allemagne, Rudolf Steiner est amené à créer pour les enfants des ouvriers de cette usine une école. Le but de cette école, c'est vraiment de répondre aux besoins de l'enfant et de préparer à la vie. D'ailleurs, c'est à cause de cette première expérience dans l'usine Waldorf qu'on parle parfois d'école Steiner-Waldorf ou de pédagogie Steiner-Waldorf. Donc après ça, de nombreuses écoles Steiner ont ouvert dans le monde et elles disent avoir pour objectif de former des individus capables en eux-mêmes et par eux-mêmes de donner un sens à leur vie, des individus libres. La pédagogie Steiner-Waldorf veut éduquer l'enfant tout entier, tête, cœur et main, et l'enfant est amené à vivre d'abord activement les choses et à les ressentir avant de les comprendre. Donc comme ça, c'est un objectif qui paraît très louable, mais on le verra dans la deuxième partie de cet épisode, la réalité dans ces écoles est parfois tout autre. Maintenant, il faut quand même que je parle des liens entre l'anthroposophie et le nazisme, parce que, j'ai dit, l'anthroposophie, elle est née d'une scission de Rudolf Steiner avec la théosophie, pour des raisons, semble-t-il, racistes. Et dès 1910, Rudolf Steiner affirme que l'humanité évolue selon une hiérarchie et que les différents sous-groupes représentent des stades différents de l'évolution de la conscience et des aptitudes humaines. Sans surprise, selon lui, les peuples germaniques et nordiques appartiennent à la race aryenne, le groupe ethnique le plus spirituellement avancé du monde. Ensuite, il y a donc des sous-groupes qui n'ont pas avancé, comme les Chinois ou les Noirs, et Steiner y dénonce aussi l'implantation des Noirs vers l'Europe,
Comme quoi, la théorie du grand remplacement, c'est pas nouveau. En fait, il semble que les anthroposophes ont activement participé à la diffusion de la théorie de la science raciale nazie, et ils sont aussi contre la mixité raciale entre les blancs et les non-blancs. Quelques années après la mort de Steiner, on trouve de nombreux anthroposophes dont les membres du NSDAP, le parti nazi, fondé par Hitler dans les années 1920, et puis parmi les SS et les SA. Par exemple, Hess ou Himmler se seraient intéressés de près à la science de l'esprit de Steiner, et en accord avec la notion de hiérarchie des races, le régime d'Hitler aurait beaucoup sollicité l'entreprise anthroposophe Veleda, notamment pour du matériel anthroposophe qui a servi à torturer des prisonniers dans les camps de concentration. Aujourd'hui, la société Veleda affirme qu'elle ignorait à quoi étaient destinés les produits. Donc en fait, tout ça, c'est sorti d'études menées par l'historien américain Peter Staudenmayer, qui a consulté énormément d'archives. Et selon lui, l'anthroposophie, elle aurait en fait constitué en quelque sorte l'aile verte du parti nazi. Par exemple, la SS a administré des programmes d'agriculture biodynamique dans des camps de concentration, et les imbrications étaient telles que ça a intéressé la faction anti-ésotérique des nazis. Je ne vais pas tout détailler ici, mais dans ses écrits, Peter Staudenmayer parle aussi de la relation entre l'anthroposophie et l'Italie fasciste de Mussolini et explique que les anthroposophes étaient aussi taxés d'antisémitisme. Je vais maintenant vous parler du Goetheanum, qui est parfois appelé le Vatican des anthroposophes. C'est un immense bâtiment qui se trouve à Dornach, dans le canton de Soleure, à une dizaine de kilomètres de Bâle. Le Goetheanum, qui trône aujourd'hui au sommet d'une colline, n'est pas le premier du nom. Il a été construit entre 1924 et 1928 et il a remplacé un premier édifice qui avait été ravagé par un incendie dont l'origine n'a jamais été déterminée dans la nuit du 31 décembre 1922 au 1er janvier 1923. Le Goetheanum doit son nom à Goethe, qui fut pour Rudolf Steiner un maître à penser et un modèle d'homme universel. Actuellement, le site est ouvert 7 jours sur 7 et il se visite gratuitement. Il comprend une grande salle de 1000 places qui se visite aussi quand elle n'est pas occupée par les nombreux congrès, colloques ou spectacles qui y sont organisés. La société anthroposophique possède en outre une quarantaine de maisons sur la colline de Dornach où elle loge les sections du Goetheanum qui ne sont pas dans le vaisseau amiral, ainsi que certains de ses employés et de leurs familles. Donc Steiner, il est mort trop tôt pour superviser la construction du Goetheanum actuel, mais c'est lui qui l'avait dessiné. Et au niveau architectural, c'est un bâtiment couleur glaise assez imposant. Je vous conseille vraiment de taper Goetheanum sur Google pour voir, parce que c'est vraiment un style assez particulier. Ça peut un peu faire penser aux créations de Gaudi avec des courbes, des angles qui sont pas droits, des lignes en biais. En fait, il existe toute une esthétique qui est liée à l'anthroposophie. Donc ça va de cette architecture, qui est nommée architecture organique plastique ou goethéaniste, qu'on va retrouver au Goetheanum, mais aussi dans la plupart des écoles Steiner, jusqu'au design de certains produits anthroposophes. On retrouve cette esthétique, par exemple, dans les polices et les logos des marques et entités anthroposophes. Je vais faire une story que je mettrai à la une sur le compte Instagram du podcast @pourdevrai, séparé par des _.podcast, où je vais répertorier ces logos, car pour moi c'est assez édifiant. En fait, une fois qu'on commence à repérer cette esthétique, on se rend compte du nombre de sociétés liées à l'anthroposophie. Et souvent, rien ne dit de premier abord qu'elles le sont, mais en cherchant sur le site, presque à chaque fois, on trouve une page où cette influence est évoquée. D'ailleurs, dans la seconde partie de cet épisode, je parlerai des applications de l'anthroposophie dans les différents domaines et je vais revenir sur la variété des sociétés liées à l'anthroposophie. Aujourd'hui, la Société anthroposophique universelle, qui a son siège au Goetheanum en Suisse, elle compte environ 50 000 membres officiels. Mais dans le monde, on compte environ 1000 écoles Steiner et autant de jardins d'enfants. Et cela signifie qu'il y a en fait beaucoup de personnes qui adhèrent aux principes et aux idées anthroposophes sans faire partie de la Société anthroposophique universelle. Donc ça montre en fait que l'anthroposophie, c'est pas une structure pyramidale et qu'elle ne cherche pas vraiment à recruter des membres, comme peut l'être par exemple la scientologie. Par contre, on trouve des sympathisants ou des adhérents à l'anthroposophie à divers postes importants au sein de la société civile. Par exemple, les anthroposophes, ils ont joué un rôle important dans le développement des Verts allemands, le parti Die Grünen. Parmi les membres fondateurs, on trouve l'ancien ministre de l'Intérieur allemand Otto Schily, qui est notoirement anthroposophe, et Gerald Hefner, élu au Bundestag entre 1997 et 2002, et qui a été membre du comité directeur de la Société anthroposophique allemande de 2002 à 2005. Donc là, on voit que c'est vraiment des personnes qui font partie de la société anthroposophique, qui n'adhèrent pas juste aux idées ou aux concepts, et qui se retrouvent au sein d'institutions politiques.
Voilà pour cette première partie. J'espère avoir réussi à expliquer ce qu'est l'anthroposophie et la pensée très cosmique de Rudolf Steiner. Et maintenant, c'est le moment où je vous donne mon analyse et mon point de vue. Pour cette première partie, mon analyse sera assez courte parce que je développerai plus vraiment sur les conséquences de la pensée anthroposophique dans la deuxième partie que je vous invite à écouter. Mais concernant Rudolf Steiner, il y a quand même 2-3 choses à dire. Pour commencer, il a donné des milliers de conférences sur des thèmes tellement divers que c'est impossible qu'il ait maîtrisé tous ces sujets. Donc, pour moi, c'était sûrement un très bon orateur et vraiment capable de convaincre et de captiver les gens. Mais je pense qu'il a sorti de son esprit la majorité de ses théories. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais il semble qu'il aurait eu en fait des visions. Et aussi, il s'est inspiré de beaucoup de choses qui existaient déjà. On l'a vu, il a piqué des concepts ici et là pour les mettre ensemble et créer l'anthroposophie. Par contre, il y a un côté où je pense que c'était vraiment un visionnaire, dans le sens où c'est vraiment quelqu'un qui a su capter l'air du temps. Je pense qu'il a vraiment réussi à répondre à une demande bien réelle dans la société à ce moment-là, cette sorte de défiance qu'il y avait vis-à-vis de la chimie, de l'industrialisation qui pouvait faire peur aux gens. Et il a apporté à ça une solution un peu spirituelle, de retour à la nature. Et à mon avis, c'était ça sa force. Par rapport à l'architecture, il a vraiment un style architectural très particulier. Et on retrouve des similarités dans son style avec les œuvres d'autres grands architectes de la même époque, comme Gaudi ou Frank Lloyd Wright, qui a aussi créé une architecture organique. Donc on voit qu'il était vraiment dans l'air du temps. Par rapport à l'anthroposophie elle-même, c'est un système vraiment de croyance. Lui, il appelle ça science de l'esprit, mais je pense que vous serez probablement d'accord avec moi, ça n'a pas grand-chose de scientifique. Donc on parle de karma, de réincarnation. Il n'y a pas de problème en soi avec le fait d'avoir des croyances. Mais pour moi, c'est un peu du bullshit, ce qu'il dit en gros. Les démons, Ahriman et Lucifer, voilà, moi je ne crois pas trop à ces choses-là. Et si des personnes décident d'y croire, c'est vraiment leur choix, je ne juge pas ça. Mais en fait, ce qui me pose problème, et c'est vraiment ce qu'on va voir dans la deuxième partie et ce que je vais développer, c'est que les conséquences de ces croyances et leur application dans la vie sont problématiques. Juste un exemple, c'est se positionner contre la vaccination parce que ça abîmerait le karma ou quelque chose comme ça. Eh bien, en fait, ça a des conséquences bien réelles quand il y a des épidémies dans les écoles Steiner parce que les enfants ne sont pas vaccinés. Ensuite, il y a un autre point très très problématique, c'est toutes ces idées puantes sur la race, sur la hiérarchie des races. Il y a une idéologie raciste derrière l'anthroposophie et ça, pour moi, c'est vraiment pas acceptable. Et puis, ce qui, moi, me dérange par rapport à mes convictions, c'est le point de vue très très libéral sur l'économie et aussi toutes les idées conservatrices qui sont véhiculées sur la contraception, sur l'avortement et avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. La dernière chose dont je voulais parler et que je trouve aussi gênante, c'est le paradoxe qui vient du fait que les anthroposophes, on l'a vu avec Die Grünen, le parti des Verts en Allemagne, sont souvent liés à l'écologie, au parti écolo, aux Verts, et ces partis en général sont positionnés à gauche, avec des idées plutôt progressistes. Et pour moi, c'est un problème parce que la société anthroposophique, visiblement, elle n'a pas du tout ces idées-là. Alors je sais bien que tous les Verts ne sont pas anthroposophes et que tous les anthroposophes ne sont pas Verts, et heureusement, mais il y a quand même des idées qui sont véhiculées par les anthroposophes et qui sont très populaires dans les milieux écolos. Je pense notamment à l'agriculture biodynamique. Et en fait, je ne pense pas que beaucoup de personnes sont au courant que derrière l'agriculture biodynamique, il y a Rudolf Steiner et une idéologie carrément problématique. Je trouve aussi intéressant de relever qu'une pensée qui prône le retour à la nature et qui se voulait à l'époque contre la modernité se retrouve actuellement, avec notamment tous les problèmes liés au réchauffement climatique, considérée comme une pensée tournée vers l'avenir et moderne. Donc voilà pour cette première partie. La seconde partie arrive très vite et on va le voir, l'anthroposophie est un juteux business. Et comme je vous l'ai dit au cours de l'épisode, on se retrouve sur Instagram pour une story sur les logos des sociétés anthroposophes. Alors n'hésitez pas à suivre le compte du podcast. Vous venez d'écouter Pour de vrai. Je vous remercie chaleureusement d'avoir écouté cet épisode. Vous trouverez toutes les sources et les références utilisées pour écrire cet épisode dans la description. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître Pour de vrai et soutenir le podcast, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur Spotify et vous abonner sur votre appli de podcast préféré. Vous pouvez aussi le recommander à vos amis. Et pour ne rien rater en attendant le prochain épisode, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!